savez, ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver. Cette fois-ci, c'est dans cette émission qui s'appelle Intello. En fait, ça veut dire tout simplement émission des intellectuels. Intello, les gens se posent la question. Voilà ce que ça veut dire. Qui reçoit une intellectuelle, bon, une amie que vous connaissez, Candolo, Léonie Candelo. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour à toi aussi. Je reçois Léonie Candelo pour que nous parlions un petit peu, que nous abordions aujourd'hui l'approche, disons, transformatrice du genre. Je sais, Léonie, que vous venez d'une mission que vous n'avez pas terminée, que vous allez poursuivre, pour essayer de voir un peu comment faire en sorte que et les familles, et les filles, et tout le monde puisse adhérer au genre, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'est une mission difficile, surtout si on fait l'arrière-pays. Et avant que vous ne répondiez à cette question, je voulais vous en poser une autre. Vous avez de la chance, vous, aujourd'hui, de parler du genre, parce que, effectivement, vous êtes intellectuel, vous avez fait tout le parcours. Il y en a qui sont condamnés à ne pas étudier. Effectivement, je peux dire que je suis une personne chanceuse, vous aussi d'ailleurs, et tous ceux qui sont avec nous dans ces studios. Dans ces studios, nous sommes des gens chanceux parce que nous vivons dans des milieux qui nous permettent de nous développer intellectuellement, qui nous permettent d'avoir des opportunités de faire des études, par exemple pour les filles et pour les garçons, d'avoir des conditions sanitaires, d'avoir des conditions de vie, on va dire agréables, les conditions du 21e siècle. Or, quand vous travaillez dans les communautés de base, quand vous allez dans ces communautés, moi je viens de l'intérieur du pays et je me dis que plus de Quinois devraient aller à l'intérieur du pays pour voir réellement ce qu'est le vrai Congo, le Congo de la base. Je reviens d'Ouvira, de Kalemi et Lubumbashi, qui est bien sûr une grande ville. Mais dans toutes ces villes, nous travaillons avec des gens qui viennent des communautés de base, des organisations qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont dans des toutes petites villes, dans l'arrière-pays, et qui ont aussi la volonté de transformer leur communauté, de faire évoluer leur communauté. Et pour que les communautés évoluent, il faut que on parle aux habitants des communautés, on parle aux jeunes, parce que c'est l'avenir du pays, on parle aux parents, on parle aux autorités locales, aux leaders locaux, aux leaders communautaires et religieux. Et c'est tout un processus dont souvent on ne se rend pas compte. Même moi, avant cette mission-là, je ne m'étais pas rendu compte de la difficulté de cette transformation. Parce que, en fin de compte, quand nous, on parle du genre, l'équilibre du genre, l'égalité du genre, des hommes et des femmes, nous, on voit des femmes intellectuelles, des femmes qui ont été à l'école, des femmes qui aspirent à des postes de responsabilité. Mais pour cela, il faut que ça commence à la base. À la base, il faut commencer par étudier. Il faut que la petite fille arrive à dépasser la 6e primaire. Mais pour qu'elle dépasse la 6e primaire, elle doit quitter son village. Comment va-t-elle quitter son village? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette pérégrination? Qu'est-ce qui a failli vous faire pleurer? Moi, je vais vous dire d'abord, c'est les moyens de transport. Les moyens de transport sont très difficiles parce que moi, je commençais ma mission à Ouvira. Donc, de Bukavu à Ouvira, on ne sait même pas, il n'y a pas de route comme telle. Il faut passer par le Rwanda. Donc, vous quittez Bukavu, vous faites 1h30 dans le Rwanda pour vous retrouver donc à la frontière Bugarama et Kamanyola. Vous rentrez en RDC à nouveau. C'est quelque chose qui m'a fait mal parce que j'ai dit dans mon propre pays, je ne sais pas circuler comme je veux, j'ai besoin d'un passeport, d'aller dans un autre pays pour retourner dans mon pays encore. Ça m'a fait mal, honnêtement. J'ai vu la différence aussi, des routes, tout ça, donc je ne vais pas faire de commentaires. Arrivé à Ouvira, vous êtes un peu dépaysé parce que Ouvira c'est quand même une ville assez grande, mais les infrastructures ne suivent pas vraiment. Vous arrivez là-bas,
Pour trouver un taxi, c'est quasiment pas possible. Il n'y a que ceux qu'ils appellent Bajajé, qui sont comme... à Kinshasa, je crois qu'on appelait ça des motos Gizi à l'époque. Hein? Des tricycles. Oui, des tricycles. Oui, donc, oui, on a connu ça à un moment. C'est pas les... Enfin, le nom m'a échappé, oui. Moi, je pense que ça s'appelait des motos Gizi, oui. il me semble. Hein? Et vous voyez aussi tous les problèmes qu'il y a, qui sont d'électricité. Par exemple, à Uvira, vous n'avez pas d'électricité, seulement le soir. Donc, même quand... Ok, allons maintenant, occupons-nous du genre. Vous avez vu, par exemple, les jeunes filles, pour aller à l'école, il y a des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. Oui. Vous n'êtes pas, vous, passez par là. Vous quittiez la maison, vous alliez à l'école. Mais pour elles, c'est un chemin de croix. Oui, pour elle, c'est d'abord, il faut un volontarisme et un caractère très fort. Moi, j'admire toutes ces petites filles qui disent, moi, je veux aller à l'école. Parce que d'abord, l'école, elle est loin. L'école, dans le village, vous avez l'école primaire. Mais il y a l'ambiance du village. En général, toutes les filles de 14 ans, 15 ans, elles sont mariées. Donc, il faut une volonté propre. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et puis, c'est la coutume. Donc, vous savez, il n'y a pas, comme ici, il y a des distractions. Là-bas, quelle est la distraction que vous avez au village? Dans les villages, ou dans les grandes bourgades, il n'y a quasiment rien. Donc, et puis, je crois que c'est aussi la mentalité. Alors, maintenant, quand une petite fille se dit, moi, j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, moi, je veux continuer l'école. Mais l'école, elle est loin. Elle est à 10 à 15 kilomètres. Cette petite fille, dans sa maison, elle a des travaux à faire. Peut-être c'est elle qui puise l'eau tous les matins, ou c'est elle qui coupe le bois, ou c'est elle qui fait la cuisine. Bon, maintenant, quand elle va aller à l'école à 15 kilomètres, il faut qu'on trouve une personne, il faut que ses parents acceptent de donner ses charges à quelqu'un d'autre. Soit la mère doit prendre les charges, mais la mère, en général, elle va au champ. Donc, est-ce qu'elle va prendre des charges en plus des siennes? Donc, vous voyez, il faut déjà que la petite fille elle-même se convainque, qu'elle arrive à convaincre ensuite ses parents. Donc, vous voyez que c'est déjà pas facile. Hein? Il faut voir un petit bout de 12 ans hein, qui dit, moi, je vais aller à l'école. Et puis, cette volonté d'aller à l'école, il faut en général avoir des modèles. Est-ce que dans son village, il y a déjà des jeunes filles qui ont été à l'école? Des jeunes filles qui se sont mariées en étant adultes? Il y en a très peu. Donc, ensuite, les parents disent, nous, on va faire l'effort. On va faire l'effort, ok, tu vas aller à l'école, tu vas continuer. Et maintenant, il y a la communauté qui vous regarde. D'abord, la grande famille qui dit, mais ta fille, elle a 15 ans, elle ne se marie pas. Et comment son frère va pouvoir se marier puisqu'on a besoin de sa dot pour aller épouser la femme de son frère? La tante qui dit, mais moi, je veux ma grosse casserole. Et comment on va faire si elle ne veut pas se marier? Donc, vous avez déjà la famille qui se lève contre vous. La grande famille. Si la maman a des enfants, c'est à cette fille que revient la charge de garder l'enfant, donc pratiquement obligée de faire les kilomètres avec un enfant sur le dos. À la limite. Et vous voyez, maintenant, quand on dit ça, on dit tout ça, c'est très très bien, mais maintenant, cette fille, elle va aller à l'école. C'est dans l'intérêt de qui? Elle va de toute façon se marier. Donc nous, on va dépenser de l'argent pour son mari. Vous voyez les mentalités, comment elles sont. Donc, il y a tout ça. Quand vous êtes arrivé à convaincre peut-être la grande famille, maintenant vous avez la communauté, vous avez les membres de votre église, de votre communauté, je ne sais pas, du marché où vous êtes, les leaders. Que dit l'église, tiens? Bah, dans les villages, tout le monde est d'accord que tout le monde doit se marier. Parce que au moins une fille qui est mariée ne va pas avoir une vie déréglée. Elle va être chez son mari, elle va être calme. Donc on se dit, c'est bien, tout le monde doit se marier. Et les leaders coutumiers pensent la même chose, puisqu'ils ont toujours vécu dans cette vision-là. Ils ont très peu d'exemples dans les villages d'une jeune fille qui a terminé, je ne sais pas, moi, peut-être même coupe et couture, il y en a très peu. Ou alors elles viennent d'autres lieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment peut-être le manque de rôle modèle qui devrait faire transformer les choses. Mais c'est vraiment un problème, je crois, presque culturel. Oui, mais soyons pratiques. Bon, vous arrivez à Uvira, vous parlez à qui? Quelle est votre journée?
Bon, à Uvira, ma journée, bon, ben, elle est simple. Hein. Moi, je travaille avec des organisations partenaires d'une grande organisation internationale qui... Bon, je ne sais, ce sont des organisations qui viennent de l'intérieur du pays. Vous avez 5, 6, 7. À Kalemi, j'avais près de 12 organisations venues de l'intérieur, à Lubumbashi aussi. Donc ce sont des organisations qui ont lié un partenariat avec une organisation internationale qui les aide donc à former les gens, à faire à lutter contre le mariage précoce, parce que ça c'est vraiment ce qu'elle travaille. À Uvira, vous êtes arrivé, vous commencez le travail. Oui. Bon, votre journée, vous commencez par quoi? Ben, je commence par d'abord rencontrer les gens qui me disent d'où ils viennent, parce qu'ils viennent de villages que je ne connais pas du tout. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas stigmatiser, mais ils viennent d'endroits que je ne connais pas du tout. Il y a même certaines dames qui sont venues à la formation avec leur bébé. Parce que bon, elles disent, oui, mon mari veut bien que je travaille, que je fasse tout ça, mais qui va garder l'enfant si moi je pars et que je le laisse? Donc vous voyez déjà que la transformation est difficile. Hein? Ici, à Kinshasa, vous ne pouvez pas arriver dans une salle de formation où quelqu'un est venu avec son enfant, par exemple. Vous voyez, donc déjà ces femmes, elles ont une double tâche. Et de venir se former, de venir avec un enfant, de suivre cette formation et d'aller la transmettre toujours avec leur enfant. Vous voyez déjà que c'est très difficile. Alors, bien sûr, quand vous êtes là, il faut toujours avoir un minimum de connaissance de la langue locale. Hein, même si je ne parle pas très bien swahili, mais je le comprends très bien. Donc, le problème se passe assez facilement. Vous discutez avec les gens, vous vous familiarisez et vous commencez à leur expliquer les choses. Et surtout, il faut expliquer les terminologies. Parce que, vous voyez, on parle beaucoup de genre, on parle de l'égalité, on parle de l'équité, on parle de la santé de la reproduction, on parle de beaucoup de choses. Mais il faut que tout le monde comprenne bien les termes. Et une fois que tout le monde a bien compris, eh bien, on évolue sur la thématique en posant des questions. Vous savez, par exemple, quand on parle du genre, on parle aussi de l'autonomisation des femmes. Si vous dites aux gens dans les villages, une femme va par exemple à Kasenga, elle achète du poisson. Maintenant, elle a produit de l'argent. Mais la belle famille a dit que c'est eux qui doivent gérer l'argent. Quelle est votre réaction? Là, vous avez toutes les réactions. Ça dépend des gens. Les gens te disent, oui, mais c'est normal, l'argent est à son mari, donc c'est à la famille de son mari, donc c'est normal qu'ils doivent le gérer. D'autres te diront, bah non, elle a fait son effort toute seule. Donc peut-être... Et vous, qu'est-ce que vous dites? Vous arbitrez? Mais non, moi j'écoute. Oui. Et en général, vous appelez les gens à raisonner. Vous dites, mais vous travaillez pour l'autonomisation de la femme. Oui. Donc une femme autonome, c'est une femme qui doit être capable de gérer son argent. Absolument. Mais vous gérez votre argent en harmonie avec votre conjoint, votre mari. Mais qu'est-ce que la belle famille a à voir dans le domaine? Donc vous voyez, donc il faut arriver à faire dépasser aux gens petit à petit les clivages culturels. Oui, mais madame, là vous vous adressez aux femmes. Mais non, il y avait des hommes aussi. Il y avait des hommes aussi. C'est des femmes et des hommes. Non, parce qu'il faut que les hommes donnent leur point de vue aussi, afin que le changement puisse être harmonieux. Oui. Donc on parle à des femmes et à des hommes. On parle aux deux. Mais pour le bénéfice de la femme. Et de l'homme aussi. Vous savez, quand une femme, votre fille... Derrière un grand homme. Il y a une grande femme. Et puis quand vous voyez une femme qui a plus de moyens, parce qu'elle s'est autonomisée, elle va mieux s'occuper de ses enfants. Ses enfants auront une meilleure alimentation, auront une meilleure santé. Le mari aussi aura une meilleure alimentation. Il sera plus à l'aise. Il y a des choses dont il sera déchargé que sa femme pourra faire. Vous voyez? Donc, il faut se dire que l'autonomisation d'une femme, l'évolution d'une femme, d'une petite fille, c'est l'évolution de la famille. De la famille. Alors, il faut armer d'une bonne pédagogie et psychologiquement armé, parce que il n'est pas question de dire d'imposer des choses. Pourquoi cette fille a 13 ans, elle est mariée? Il faut y aller méthodiquement pour faire comprendre à tout le monde. Mais vous voyez, comme ce sont déjà des gens qui travaillent dans la lutte contre le mariage précoce, dans l'autonomisation des femmes, dans la santé de la reproduction, donc ce sont des gens qui sont déjà dans cette ambiance et qui essayent de la transmettre dans leur village. Et il y a une femme qui m'a dit à la fin, elle m'a dit, vous savez, bon, eux ils ont dit ça en swahili, moi je vais le dire en français, à la limite, il vaut mieux être les parents de la femme du raïs que du raïs lui-même. Oh. Parce que
ebongi ozala moboti ya mama ya mokonzi ke ya mokonzi ye moko. Parce que ceux qui osent moi c'est mokonzi okobosa la famille na yo te. Quand une femme est bien installée dans la vie, elle n'oublie jamais ses parents. Une femme, qu'elle soit la femme de l'autorité ou qu'elle soit elle-même une femme qui travaille, elle n'oublie jamais sa famille. Et c'est ça que souvent dans les villages, les gens se disent que si je forme ma fille, c'est pour aider la famille de son mari. Or, en fin de compte, on est tous arrivés à la conclusion que quand vous élevez bien votre fille, ça vous aide vous aussi. Et il se dit, ah mais oui, nous aussi nos conditions vont changer parce que tu ne peux pas accepter que ta maman soit malade et que tu ne vas pas la soigner. Tu ne peux pas accepter que par exemple tes petits frères ne vont pas à l'école et que tu ne vas pas payer. Donc il faut se rendre compte que même une fille qui a été à l'école, même quand elle se marie, elle n'oublie pas d'où elle vient. Bah oui, nous, combien de temps votre voiture a des petits pépins vous convoquez celle de votre fille, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais autant pour les garçons. Non? Il y a leurs amis, il y a les sorties, il y a tout l'extérieur. Un homme n'a pas la même approche, tandis qu'une femme, c'est d'abord les femmes, même quand on voit dans le microcrédit, hein, on le voit avec tous ceux qui ont fait le microcrédit en Inde, etc. On dit, vous donnez un microcrédit à une femme, ben c'est la vie de ses enfants qui change. Un homme, non. Un homme, c'est sa vie à lui qui change. Tandis qu'une femme, c'est la vie de ses enfants. Votre constat d'une manière générale, c'est que en Afrique, nous sommes encore très loin hein, du compte. Hein. Nous sommes encore très loin parce que culturellement, nos sociétés ne se sont... Les grandes villes, encore, certains quartiers des grandes villes se sont bien développés, mais dans les communautés de base ou même dans les quartiers, à Kinshasa, vous allez dans les communes reculées. Les filles de 16 ans ont des enfants, de 15 ans ont des enfants. Donc, si vous avez un enfant à 15 ans ou à 16 ans, vous ne continuez pas l'école. Vous n'avez plus l'occasion parce que les filles mères sont stigmatisées, mais les garçons pères, eux, ils continuent. Ils continuent leur vie. Vous voyez, donc, en fin de compte, il faut avoir des formations intermédiaires. Parce que toutes les filles, tout le monde ne peut pas aller à l'université. Il faut qu'il y ait des formations de métier, que tout le monde puisse se dire « je sais comment gagner ma vie ». Et une personne, quand elle sait comment gagner sa vie, ben, elle n'est pas obligée de se marier. Si tu as 17 ans, que tu vends des beignets, que tu vends tes petites histoires, que tu sais t'entretenir, ben, la première chose, c'est de ne pas chercher à ce qu'un homme t'entretienne. Tu comprends? Mais tandis que maintenant, quand tu es totalement dénué de tout, bah, tes parents, à un moment aussi, ils n'ont pas vraiment des moyens. Ils sont pauvres aussi. Donc, tu te rapproches d'un homme qui peut, lui, t'aider. C'est le moment de dire à nos jeunes filles qui ont l'occasion d'aller à l'école, d'en profiter, parce qu'il y en a à l'intérieur du pays qui auraient bien voulu, mais qui sont devant des entraves terrible. Oui, et dire à nos autorités de construire des écoles pour tous ces jeunes. Que l'école dans les villages ne doit pas s'arrêter à l'école primaire, que les enfants de l'intérieur du pays ont droit d'aller aussi à l'école, avoir des formations professionnelles. Parce qu'en général, ce sont beaucoup les organisations, les ONG qui font ça, qui font les formations en coupe et couture, en maçonnerie. Mais ça doit être des choses organisées par l'État pour que tout le monde puisse y avoir accès et surtout les rapprocher des villages. Parce que nous sommes dans un pays où quand même il y a une forme d'insécurité. Et vous ne pouvez pas demander à un enfant de 13 ans, de 14 ans de faire 10-15 km à pied tous les jours, aller-retour. C'est épuisant. Donc je crois qu'il y a beaucoup de prise de conscience que nous devons avoir. Puisque vous avez parlé de la diversification, de la formation, il y a des filles que vous avez rencontrées qui ont accepté de faire la maçonnerie, par exemple? Mais oui, il y a une école d'ailleurs à l'intérieur, bon, mais dans les environs et à Kalemi, par là, et puis des gens qui sont venus, donc qui étaient venus pour Kalemi, mais qui sont à l'intérieur, d'autres de Lubumbashi, où ils ont une école qui fait de la formation
pour le bâtiment, hein, donc de la construction. Et ils ont des filles qui veulent faire le carrelage, qui veulent faire le crépissage, des choses comme ça. Et au début, ils avaient un petit peu peur de savoir est-ce que ces filles, on va les accepter, etc. Et maintenant, le problème, c'était souvent les parents. Le blocage des parents. Ah non, moi, ma fille, elle ne peut pas être électricienne, ma fille ne peut pas être plombier. Et quand ils se sont rendus compte... Moi, c'est mon bague. Voilà. Et quand ils se sont rendus compte que ces filles faisaient leur métier et qu'elles réussissaient, ben, ces filles sont devenues des modèles aussi dans leur communauté. Donc, c'est important que les parents acceptent. Mais il y a aussi le travail contraire. Les garçons qui veulent faire des métiers qui sont plutôt féminins. Et que tout le monde... Comme la cuisine. Oui, comme la cuisine ou comme l'esthétique, et qui sont mal vus aussi oui. dans leur communauté. Il faut vraiment un grand changement de mentalité. Hein? Non, mais moi, je vais vous dire que ça, c'est un changement de mentalité, même ici à Kinshasa. Moi, je connais une famille de gens, des gens du milieu que je fréquente, dont le fils voulait faire la cuisine, et ça a fait toute une histoire, parce que ses parents ne pouvaient pas comprendre que leur fils puisse être cuisinier. Mais les grands maîtres, les femmes en Europe... Rares sont les femmes qui sont... Les grands... Bon, maintenant, il y en a plusieurs, mais je dis toujours aux gens... Oui, je dis toujours aux gens, les grands cuisiniers dans le monde, les plus grands sont des hommes. Maintenant, il y a quelques femmes. Les plus grands couturiers, ce sont des hommes. Et maintenant, bien sûr, il y a des femmes. Les plus grands coiffeurs, esthéticiens, etc., ce sont des hommes. Donc, en fin de compte... Il faut comprendre qu'il n'y a pas de métier d'homme et de métier de femme. Il y a des choix de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Avant, on estimait qu'une femme ne pouvait pas être médecin. Aujourd'hui, il y a plein de femmes médecins. Oui. Donc, il faut dire que il faut toujours se baser sur le choix de l'enfant, sur son don. Parce que ce sont des métiers qui sont des dons. Un peintre, un bon peintre, c'est un don. Une question. Quand vous arrivez dans ces milieux-là, tout de suite, quelle est la réaction des gens? Est-ce qu'ils vous acceptent? Parce que quand même, Léonie, imposante, parlant beaucoup de français, etc., etc., est-ce que les gens ne sont pas un peu à l'abord réticents? Non. Non, en général, non, parce que d'abord, ils savent que vous êtes une consultante, donc ils savent que vous êtes une personne qui vient d'un milieu extérieur. En plus de ça, en général, vous parlez la langue locale, vous la comprenez très bien, donc vous savez faire quelques petites plaisanteries dans la langue locale, etc. Et puis, il y a aussi... on ne vient pas habillé comme je suis habillé ici aussi. Hein. Il faut... Alors, vous habillez comment? On s'habille le plus simplement possible. Hein. D'abord parce qu'on voyage dans des tenues où il faut être à l'aise. Donc, il y a tout ça qui joue. Pantalon, etc. Non, mais souvent dans les formations, vous avez simplement des petites robes en pagne ou des petites choses très simples. Parce que les gens doivent pouvoir s'identifier à vous. Et donc, les gens vous acceptent et acceptent votre discours. Oui. Et vous avez l'impression que le message passe. Le message passe, mais il faut le temps. Vous voyez, en tout cas, en général, la première matinée, quand vous dites les choses, c'est pour ça qu'on commence toujours par des jeux de questions-réponses. Hein? Comme je vous disais, qu'est-ce que vous pensez d'une femme qui va faire ceci, ou qu'est-ce que vous pensez d'une jeune fille qui veut faire la mécanique, ou d'une jeune fille qui veut suivre la contraception bien qu'elle a que 16 ans. Et là, vous voyez les réactions des uns et des autres. Et c'est à partir de ces réactions-là que vous guidez, vous les guidez. Mais il n'est pas dit que tout le monde va changer d'avis à la fin. Non. Mais il y a des choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord au départ. Comme la lutte contre le mariage précoce, c'est pas bon de se marier à 14-15 ans. Tout le monde est d'accord là-dessus, ne fût-ce que pour des raisons de santé. Mais après... vous concluez toujours par dire... Parce qu'en fin de compte, ce sont les apprenants qui parlent, ce n'est pas vous. Hein? Quand ils vous parlent quels sont les blocages sociaux, c'est eux qui en parlent, ce n'est pas vous. Moi, je ne viens pas de leur milieu. Mais maintenant, je dis, vous allez aller dans les communautés, vous allez aller parler aux parents, vous allez parler aux leaders. Mais pour leur parler, vous devez connaître les avantages que ça va donner. Et maintenant, c'est eux qui commencent à donner les avantages. Et ils commencent à dire, ah ben oui, mais une femme qui a étudié, ou un garçon qui a bien étudié, ben il est respecté dans sa communauté. Il a droit à la parole. Quels sont les supports que vous amenez? Moi, j'ai une idée, mais passée par la tête. Les anciens, les prêtres, venaient avec des petits films courts,
pour justement prêcher par l'exemple. Regardez cette fille, elle est mécanicienne, mais voilà chez elle, etc. Ça marcherait davantage, non? Vous pensez bon, pas? Je vais vous dire qu'avec les moyens de transport qu'il y a, parce qu'entre le bateau, vous montez dans les bateaux, vous descendez, vous allez dans l'avion, vous allez par la route, en général, on amène du matériel très simple, qui sont des flipcharts, donc des grandes feuilles sur lesquelles on écrit, où il y a des dessins parfois faits à l'avance, et bon, des carnets que vous distribuez à tout ça, et puis des supports, des mémos que vous avez fait un petit peu, pour qu'ils puissent se rappeler tout ce que vous avez dit une fois que vous êtes parti. Et tout ça, il faut un suivi permanent. Hein, oui, il faut un suivi. Parce que sinon, c'est des efforts. Il faut un suivi. Il y a un suivi, on est en contact, et ils expliquent maintenant ce qu'eux vont faire, ils vous expliquent, ah mais nous on va se lancer dans telle chose, on va se lancer dans telle chose. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une certaine compréhension. Mais on doit se dire que l'approche du genre, donc ce que nous on veut, l'égalité du genre ici, dans les instances de prise de décision, et ce que j'appuie bien sûr beaucoup, elle est là, mais elle doit descendre. Tout le monde doit être imprégné de cela. Et toutes les femmes, quel que soit leur niveau social, doivent avoir cette liberté d'entreprendre. Parce que faire des beignets, c'est une entreprise. Faire les champs et pouvoir vendre sa récolte et la gérer, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, en fin de compte, il faut que les gens, d'abord, aient de l'estime d'eux-mêmes. Hein, et ça, on fait toute une séance là-dessus, hein, l'estime de soi, sur la valeur que tu dois te donner à toi-même. Et maintenant, une fois que tu as cette estime de toi, tu connais que tu as des compétences. Et ces compétences, il faut juste les développer. Et tout le monde a des compétences. Il n'existe pas de personnes qui n'ont pas de compétences. Et on a beaucoup parlé de la jeune fille, le jeune garçon, dans tout ça. Mais en général, on fait les choses ensemble, hein, parce que vous ne pouvez pas avoir une communauté de jeunes filles qui évoluent et des garçons qui n'évoluent pas. D'abord, déjà, dans les villages, ils te disent, oh, une fille... Ils sont logés à la meilleure enseigne quand même, parce qu'ils... Ils ont plus de liberté. Oui. Et puis, un garçon ne tombe pas enceinte. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, lui, il sait continuer ses études. Tandis qu'une fille enceinte ne sait pas continuer ses études. Une fille qui a 2 enfants à 17 ans, elle est bloquée chez elle. Tandis qu'un garçon, même s'il a 2 enfants, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, il y a ce parallélisme, mais il faut apprendre aux jeunes garçons le respect qu'ils doivent avoir pour ces filles. Bien sûr, voilà. Bien sûr. On a terminé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire comme message de la fin, Léonie? Qu'on a du pain sur la planche. Qu'on a du pain sur la planche et que vraiment il y a un travail à faire à la base, mais que ce travail ne peut réussir que si vraiment on fait un effort pour implanter l'éducation à la base et les formations. Même les formations, même rapides, hein, parce qu'avoir un métier, c'est très important. Vous voyez, des filles qui vont faire de la savonnerie, hein, et qui vont faire de la savonnerie, elle sait gagner sa vie. Vous voyez, donc apprendre à chacun un métier qui puisse le rendre indépendant. Et c'est l'indépendance de la personne, parce qu'une personne indépendante a de l'estime de soi, est utile pour sa communauté, pour sa famille et pour sa communauté. Je crois que les radios communautaires, la radio nationale, pourquoi pas, ont vraiment des choses à faire. Ouf. Ouais, parce qu'il faut porter ce message à travers tout ce grand pays. Absolument. Absolument. Merci Léonie. Merci à toi aussi. Et à bientôt. À bientôt.